vous souhaiter la bienvenue et aussi la bienvenue à notre intervenante, Sylvie Giroux, qui est EPEI. Et elle a débuté comme bénévole dans les divers centres de ressources pour les familles et par la suite, elle a coordonné des candidatures pour la ville de Vanier. Elle a un diplôme en éducation des petits il y a plusieurs années passées. Voilà, le titre a changé à travers les ans. Depuis plus de 26 ans, Sylvie travaille côte à côte avec des éducatrices et éducateurs de la petite enfance dans l'optique d'avoir un impact positif auprès de l'inclusion à titre de consultante ressources au service d'inclusion pour les jeunes enfants. Et dans le but d'appuyer davantage les services de garde, Sylvie a collaboré dans le développement de plusieurs formations, en outre la création des 4 premiers modules tirés du manuel Intervenir avant de réagir, une approche positive intégrée au comportement de l'enfant au service de garde éducatif, des formations basées sur des stratégies de prévention dans la gestion des comportements. Et à présent, elle est le chef d'équipe au SIGE, dont elle supervise une équipe de consultants ressources dynamiques et continue à offrir des formations dans le but d'inspirer les gens à œuvrer vers des pratiques exemplaires auprès de l'inclusion pour tous les enfants. Et donc, et aussi à l'extérieur des heures de travail, Sylvie participe au programme Besoins spéciaux de Post Canada. Elle fait du yoga, du rire sans raison, et elle travaille dans le programme de zoothérapie avec l'ambulance Saint-Jean avec son chien. Donc, elle est bien occupée au niveau professionnel comme au niveau personnel. Donc, je passe la parole à Sylvie. Donc, Sylvie, tu peux maintenant partager ta vidéo. En passant, Mélanie, j'apprécie que tu n'as pas nommé vraiment l'année où j'ai gradué, mais je ne m'en cacherai pas. C'est en 1983. OK. D'accord. Bon. J'explique peut-être les problèmes techniques. On y va de l'avant. Merci beaucoup, Mélanie, pour la belle introduction. C'est tellement apprécié. Juste pour m'orienter, donc, si je veux cheminer la présentation, Mélanie, je continue à cliquer sur, juste m'orienter un petit peu, sur mon clavier. Ah, je suis foutue. Désolée. J'aimerais progresser avec la présentation. Merci. Donc, merci encore, Mélanie, pour la belle introduction. Je suis très emballée d'être parmi vous ce soir et avoir une belle opportunité de partager mes connaissances, mes expériences à travers les années avec les PEI. Comme vous, j'ai été sur le plancher pendant plusieurs années et j'ai été beaucoup en réflexion moi aussi en vraiment préparer cette présentation pour vous. Donc, lorsque j'ai débuté à présenter pour vous le PowerPoint, je me suis interrogée sur vraiment pour bien comprendre, il faut bien définir. Donc, voici ce que j'ai retrouvé avec les deux thèmes de la confidentialité et aussi avec l'intégrité. Donc, on définit la confidentialité comme étant définie comme le fait d'assurer que l'information n'est accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé. Donc, moi, je vois la confidentialité comme vraiment une protection d'information et nous sommes très redevables à protéger, si vous voulez, toute belle information confidentielle. Ensuite, intégrité, bien, correspond au fait d'assurer de l'authenticité des informations auxquelles on accède et on produit. Donc, d'être authentique veut vraiment dire de créer, si tu veux, ce genre de ces informations-là auxquelles on accède, mais de vraiment de pas avoir
une action de modifier, si vous voulez, ces informations-là. Et aussi que c'est des informations qui viennent d'une source sûre, en autre mot. Donc, je vais tenter de poursuivre avec la présentation. Est-ce que Mélanie, toi, tu peux cliquer pour moi? Non? Merci. On va continuer comme ça, Mélanie. Merci. Donc, c'est certain, comme toute bonne pratique, il faut des protocoles et des politiques. Et puis, avant que j'achemine avec tout ça, je veux juste clarifier au niveau des termes. Moi, quand je présente, je parle de PEI, éducatrice, éducateur, personnel éducateur, membre de l'équipe. Pour moi, ça l'enveloppe vraiment la personne qui est le PEI, la PEI. Et je fais de même avec les familles. Des fois, je parle parents, famille, tuteur, gardien, quoi que ce soit. Encore là, ça l'enveloppe, si tu veux, là, la personne du même rôle. Donc, je voulais juste faire une petite mise à jour pour ça. Quand je présente, je ne veux pas offusquer personne, j'englobe tout le monde. Donc, c'est ça. Donc, le protocole et politique de la confidentialité. Donc, la PEI doit adhérer au protocole et aux politiques de la confidentialité de son organisme. C'est vraiment le devoir de la PEI de bien connaître les politiques. Il doit les signer et d'être en action auprès des responsabilités, qui m'amène au deuxième point. Donc, la PEI est responsable de bien comprendre son rôle et ses responsabilités et aussi de clarifier à ce moment-là si justement les politiques ne sont pas claires, parce qu'il peut y avoir des petits enjeux, des petits scénarios qui vont survenir et on se questionne, est-ce que c'est mon rôle justement d'aller de l'avant, divulguer de l'information ou produire de l'information? Donc, vous avez de l'appui avec vos gestionnaires dans vos installations. Donc, ça serait la personne clé à ce moment-là de clarifier aussi certains points. La PEI est aussi redevable à mettre en pratique des politiques au quotidien lorsqu'on partage des informations confidentielles. Et ces gens-là, bien, c'est les membres de son équipe. Il y a les familles et aussi autres services de l'extérieur aussi. Et puis, quand on parle de membres d'équipe, qui veut dire nos collègues proches. Et aussi, je vais parler plus tard aussi, il y a d'autres gens qui travaillent avec vous aussi, comme bénévolat étudiant, etc. Donc, ça aussi, ça l'enveloppe les membres de l'équipe, les parents, grands-parents dans les familles et aussi les autres services à l'extérieur. Donc, vous avez parfois l'opportunité de travailler, collaborer avec. Merci. Prochaine tuile. Merci. Donc, toute bonne pratique afin de maintenir la confidentialité, bien, la PEI à ce moment ici doit obtenir un consentement pour divulguer des renseignements. Ensuite, discuter d'un endroit qui est vraiment respectueux, si tu veux, lorsqu'on partage de l'information. Ensuite, on doit discuter seulement avec les personnes en lien avec la situation et l'enfant. On ne déraille pas, hein? On ne va pas parler à tout le monde si ça ne touche pas la réalité de la situation. Et aussi, on doit vraiment assurer que la documentation soit accessible seulement aux personnes autorisées. Donc, si on prend prise de notes, on utilise des grilles de vérification quand on fait des observations avec les enfants. On s'assure que ces documents-là sont sous clé. On s'assure que les documents sont non accessibles si on sait qu'il y a des gens qui vont arriver dans notre salle ou dans la salle du personnel ou quoi que ce soit, donc on n'a pas besoin vraiment d'avoir accès à certaines informations. Et on sait qu'on est redevable que tout dossier d'enfant est sous clé dans le bureau. Donc, on s'entend sur cette ligne-là. C'est beau? Merci. On poursuit. Toute bonne pratique auprès de la confidentialité. Bien, la PEI doit informer les parents des types de collecte d'informations possibles. Il ou elle est redevable pour les informations verbales, écrites et aussi électroniques. Et lorsqu'on parle d'observation écrite, si on veut maintenir une confidentialité, voici un petit truc. Souvent, on peut juste simplement utiliser les initiales de l'enfant. Souvent, on prend des prises de notes assez rapides ou parfois on veut aller de l'avant un peu plus avec certaines observations ou quoi que ce soit. Donc, parfois, juste les initiales peut assurer une certaine confidentialité dans le travail quotidien. Dans les conversations, une très grande mise en garde de la façon qu'on utilise les noms des enfants. On peut avoir toutes bonnes intentions de partager certaines informations, mais parfois,
dans les conversations, utiliser les noms des enfants, tout dépendamment, quand je parlais tantôt d'un endroit sécuritaire ou un endroit de confidence ou confidentiel, ça aussi peut avoir des enjeux. Donc, songer à ces endroits et les noms des enfants, c'est certain, en conversation. Il faut se méfier des entourages. Liste de vérification de développement est une façon d'assurer aussi au niveau d'observation, je vais en parler un petit peu tantôt, mais aussi en utilisant des initiales absolument, c'est une autre façon d'assurer une certaine confidentialité, mais aussi comment on va utiliser le document pendant qu'on fait justement ce genre de collecte d'informations-là. Moi, j'ai déjà entendu des histoires où les gens, malheureusement, ont perdu des informations pertinentes d'observation avec des noms d'enfants, parfois des numéros de téléphone sur les autobus, où on perd nos choses ailleurs. Donc, c'est une très grande mise en garde parfois lorsqu'on utilise certains documents pour s'appuyer dans notre rôle. Les initiales, des fois, c'est une belle pratique à mettre en place. Et puis, les vidéos et les photos. Donc, les parents sont informés de tout ce genre de type de collecte-là. Et puis, ils vont à ce moment-là quand même signer des documents, n'est-ce pas? Et puis, d'avoir ce dialogue-là avec les familles pendant justement qu'on fait l'accueil. Habituellement, c'est le temps propice où ce qu'on demande aux parents justement de faire cette activité-là avec nous. Mais d'avoir un dialogue ouvert, de dire, écoutez, vous signez ces formulaires-là pour toutes les bonnes raisons. Je vais faire des observations sur votre enfant pour cheminer avec vous auprès de votre développement. On va prendre des photos et aussi, il va y avoir peut-être d'autres gens qui vont participer à ces types de collecte d'informations ou d'activités. Donc, d'avoir vraiment un dialogue ouvert est très important dès le début. Comme ça, il n'y a pas de petite cachette, pas de petit secret, c'est fait, c'est connu. Donc, voici une belle façon de maintenir les pratiques. Merci. Donc, tantôt, je parlais là, de toute cette collecte-là et nous sommes dans le monde électronique. Donc, on a des dossiers électroniques et aussi des courriels et même, j'ajouterais, les textes. Hein? On est dans cette vague-là maintenant. Donc, il est important d'informer les parents que les types de collectes possibles, justement, dans la technologie, qu'il va y avoir des dossiers électroniques et puis que les courriels aussi qu'on produit, de vraiment bien songer à une question réflexive, de vraiment regarder à l'envoi. Quand on fait cet envoi-là, qui a vraiment devrait avoir accès justement à ces genres d'informations-là. Et justement, l'Ordre procure une note de pratique justement avec les médias sociaux. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de le consulter, c'est un outil qui va, je suis certaine que ça va allumer puis vous rendre vraiment plus à l'aise et aux aiguets de justement ces pratiques-là. Merci. Donc, le partage de l'information. Donc, l'APEI doit obtenir le consentement des familles avant de partager certaines informations avec les collègues, les bénévolats et aussi les étudiants. Le respect de la confidentialité a un enjeu et je vais en faire référence tantôt avec des petits scénarios, des petites histoires. Et certains types de communication sont dits privilégiés et ne peuvent être discutés. Puis je vous ramène juste à petit premier paragraphe, lorsqu'on parle de collègues, bénévolats, les étudiants. Il y a des informations qui appartiennent, c'est certain, au large, quand on parle d'informations assez générales, mais il y a possiblement des informations un peu plus délicates. Quand on parle d'informations, il peut y avoir de haute importance, moyenne importance et peut-être une importance un peu plus minime. Donc, il faut bien s'interroger à qui appartient ces informations-là. Voici un petit enjeu. Voici mon scénario que j'aimerais partager avec vous, ou un exemple. Lorsque, peut-être maintenant ou dans le futur très près, vous allez avoir peut-être un enfant besoin particulier dans votre groupe, dans votre programme, et puis c'est possible que les familles vous partagent des situations peut-être un peu plus difficiles. Peut-être qu'il va être confortable de quand même divulguer avec vous leur réalité ayant un enfant à besoin particulier.
et qui vont même vous partager l'historique de la santé de cet enfant-là. Donc, ça, c'est des genres d'informations-là. Il faut s'interroger, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux documenter ou c'est quelque chose que j'ai besoin de partager? Puis c'est à ce moment-là, c'est qui a vraiment devrait avoir accès à cette information-là. Donc, je vous laisse dans cette pensée-là auprès de ce type de scénario-là. Un autre scénario que je peux vous partager. Est-ce que vous m'entendez? L'écran est allé noir. OK, excusez. Un autre exemple, quand on parle de partager, puis de ne pas faire des petits bris de confidentialité, on se retrouve à l'extérieur de la garderie et je croise une ancienne collègue que je travaillais avec et on est bien content de se voir et puis on jase et cette personne-là me demande ben, comment va-t-elle un tel enfant dans le groupe maintenant? Donc, il faut s'interroger, est-ce que c'est une place propice à partager ces informations-là ou est-ce qu'on doit retenir ces informations-là? Une employée maintenant qui ne fait plus partie de ce cercle-là. Et voici une autre facette de l'enjeu du partage d'informations. Donc, je vous laisse réfléchir à ce sujet. Prochaine tuile, s'il vous plaît. Merci. Bon, là, mais comment documenter? Souvent, quand on documente, il faut savoir le pourquoi. Quand on sait le pourquoi, bien là, la qualité, la richesse de l'information qu'on produit est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, ben c'est ça, plus riche, si vous voulez. Donc, favoriser le développement de l'enfant, c'est une des raisons pourquoi on fait des recueils. On partage avec les familles les progrès de leur enfant. Puis aussi, ça peut appuyer aussi les préoccupations auprès du développement de l'enfant. Et puis, ce sont toutes des collectes d'informations dont ont une grande valeur pour justement s'appuyer en tant que notre rôle, parce que nous sommes redevables. On doit quand même offrir des belles observations ou documents, si vous voulez, d'observation aux familles. Et puis, justement, le type et la qualité de ces observations-là sont faites de façon objective, concrète, descriptive et surtout sans jugement. Donc, il faut vraiment exercer des belles pratiques de produire des informations objectives versus d'être subjectif. Donc, c'est, je trouve pour moi, des pratiques et des lignes directrices que j'utilise au quotidien lorsque je dois produire des informations et ensuite les partager. Et ensuite, on les met sous clé par la suite. Merci. Et je suis bon. La communication efficace, c'est toujours un bon partage. Donc, le succès d'une bonne conversation dépend de la qualité et de la relation que vous avez avec la famille, le professionnel, puis aussi avec le membre de votre équipe. Un bon rapport avec les parents veut dire d'établir une relation d'appui professionnelle. On a quand même des limites en tant que PEI de pouvoir démontrer un professionnalisme qui est vraiment très important. Et aussi, vous avez encore avec l'ordre des beaux documents, entre autres une ligne directrice de bonnes pratiques sur tout le professionnalisme. Et puis, lorsqu'on a ces belles conversations-là, il faut toujours prendre en tête aussi le portrait de la famille. Quand je dis portrait, il y a aussi les différences, si vous voulez, culturelles. J'ai un devoir en tant que PEI d'être aux aiguets pour pouvoir justement avoir cette belle échange de communication, d'échange d'informations avec les familles. Donc, c'est un devoir d'être vraiment sensible aux différences culturelles. Un exemple, moi, je suis canadienne-française, puis entre autres, pour moi, un regard dans les yeux quand je vois quelqu'un que je connais, c'est un confort, c'est un respect. Puis on peut faire même la serrée de la main. Ça, c'est une deuxième approche. Puis parfois, il y a une petite caresse qui rentre là-dedans, tout dépendamment si je connais bien cette personne-là. Mais pour haute culture, un regard, une serrée de main ou un toucher d'une caresse peut avoir un inconfort, mais il y a peut-être une autre façon. Donc, c'est mon devoir de connaître justement cette culture-là pour pouvoir avoir un bon rapport et pouvoir bien partager des informations délicates, confidentielles, etc. Merci. À la prochaine. Merci. Donc, parfois, on est appelé en tant que PEI de faire partie d'une équipe multidisciplinaire
donc qui est une approche de collaboration. Donc, on partage, on s'engage à appuyer des ou un certains petits enfants. Donc, voici une ligne de pensée. Quels sont des exemples de pratiques exemplaires lorsque nous participons à des rencontres avec des professionnels? Donc, je vous lance la question. S'il y a des gens qui ont des petites réponses, allez de l'avant. Moi, je peux vous en donner quelques-unes et puis si vous voulez faire une rétroaction à ce sujet, je vous invite à le faire. C'est certain, lorsqu'on travaille avec une équipe multidisciplinaire, on est redevable auprès des belles informations qu'on doit partager. Et donc, on le fait vraiment sans jugement. C'est très important d'être très objectif lorsqu'on partage des informations. Et puis, on utilise un langage respectueux, absolument. Et puis, parfois, les professionnels n'ont pas tort des fois. Ils vont peut-être utiliser des acronymes ou quoi que ce soit. Puis on a un devoir aussi, nous, de peut-être pouvoir à ce moment-là clarifier avec eux certaines sources d'informations à ce sujet. Beau? OK, on poursuit. Je vous apporte un petit scénario. Donc, voici, avec des belles petites questions de réflexion. Donc, une PEI a un nouvel enfant âgé de 2 ans dans son groupe depuis 3 semaines. Selon ses connaissances actuelles, la PEI soupçonne que cet enfant pourra présenter un éventuel problème dans le développement de son langage. Donc, comment est-ce que la PEI va procéder pour obtenir une collecte d'informations? Et ensuite, comment est-ce que la PEI va maintenir la confidentialité lors de ses échanges avec ses collègues? Donc, voici des belles questions réflexives qui touchent au niveau de la confidentialité, la divulgation de renseignements. Et c'est un scénario, je dirais, assez commun. Moi, j'ai toujours le plaisir, si vous voulez, de partager des ressources avec mes collègues, avec les PEI. Et voici une ressource que je veux partager avec vous autres. C'est une ressource Signaux d'alarme qui est assez connue ici dans la région d'Ottawa. Et pourquoi j'aimerais beaucoup vous le partager? Il y a page 10 à 13, il y a toute de la belle information qui traite de comment justement parler aux familles lorsqu'il y aurait peut-être une préoccupation de la part de la PEI ou il y a de l'information un peu plus délicate, si vous voulez, à partager avec les familles. Et souvent, qu'est-ce qui nous arrête en tant que PEI? C'est les craintes. On craint de peut-être faire blesser la famille ou partager de l'information qu'on ne sait pas comment ils vont réagir et le tout. Donc, c'est un document valable en entier, absolument, mais je tiens vraiment à mettre en lien avec la présentation de ce soir, avec les premières pages de ce guide. Qu'est-ce qui est fabuleux de ce guide-là? C'est un guide de référence. Nous, dans notre rôle, nous ne sommes pas des experts, on n'est pas ici pour faire des grands diagnostics, on est là pour vraiment appuyer les familles dans un temps dans leur vie et cheminer avec eux. Et après ça, le parent peut poursuivre ce cheminement-là avec leur enfant. Donc, on a un devoir à ce moment-là de pouvoir guider justement les familles. Et je trouve que ce guide-là est vraiment pour nous appuyer, nous en tant que PEI, les professionnels dans la petite enfance, à déterminer si c'est vraiment nécessaire ou si c'est nécessaire de conseiller les familles pour eux qui puissent obtenir des conseils ou faire un dépistage pour ces familles-là. Donc, il y a plein de domaines qui vous guident dans vos qui peut vous guider dans vos conversations ou soulever certains points lorsqu'on fait justement nos observations avec les familles.